Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre mise à jour quotidienne de ce qu'il s'est passé sur le marché. On va faire Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid et on regardera aussi ce qu'il se passe sur les altcoins. Et avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker les vidéos, à mettre des commentaires. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Par exemple, j'ai posté un article hier. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Allez, on commence. Pour Bitcoin, la dernière fois qu'on avait fait une analyse, c'était juste après la conférence de Jackson Hole. On venait de taper un fair value gap qu'on avait dans le price action ici sur les 111 800 à peu près. On a eu un mouvement impulsif à la hausse très important suite aux propos de Jérôme Powell qui faisait envisager la possibilité de baisse de taux en septembre. Le marché a réagi plutôt favorablement à ça et on a eu ce mouvement aussi assez impulsif qui nous a ramené dans notre value. On voit qu'on est repassé très facilement sur les 114 600 et on est revenu jusqu'à retag un déséquilibre ou une partie du déséquilibre qu'on avait ici sur du 1 heure et sur du 4 heures qui était encore ouvert sur les 117 100. Notre prix est revenu jusqu'à ce niveau. On aurait pu aller jusqu'à notre point of control sur les 118 000, mais ça n'est pas arrivé. On s'est arrêté sur ce niveau. On voit qu'on a pris les stops, on avait quand même une réaction qui était plutôt intéressante. Réintégration de notre value, retest de niveau. Derrière, ce qu'on aurait voulu voir et qu'on n'a pas eu malheureusement, c'est qu'on aurait voulu avoir notre moyenne mobile court terme et moyen terme qui tiennent. Et là, ce qui est flagrant, c'est que ça n'a pas été le cas. On a comblé ce fair value gap qui restait, on est revenu sur notre tunnel 4 heures, notre tunnel 4 heures, il n'a pas tenu la tendance. On est revenu sur notre 1 heure, il n'a pas tenu la tendance non plus. C'est-à-dire qu'on est repassé sous notre MA 200 4 heures, on le voit ici, on est repassé sous le 1 heure, on le voit ici, on est revenu sur notre 15 minutes, sur notre value, et donc là, on a eu un retest de notre value basse, ce qui est intéressant. On aurait pu avoir une reprise haussière après retest parce que ce genre de contexte, c'est tout à fait normal de le voir. Réintégration, on revient sur le bas de notre value et après, on aurait pu avoir un rebond qui nous aurait ramené sur notre point of control par exemple. Là, c'est pas ce qu'on a eu, c'est-à-dire que on est revenu travailler ce déséquilibre. Jusque-là, ok, on est revenu jusqu'au 50% du déséquilibre, on est revenu jusqu'à la value basse et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on a eu ce mouvement impulsif baissier dans l'autre sens au final, qui nous a ramené sous les niveaux pré-conférence. Et on est revenu sur la zone de ce fair value gap. Et ce que je disais, c'est que si ce fair value gap qu'on avait créé ici ne tenait pas, il y avait quand même un questionnement à se faire sur la tendance. Et ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que si on n'avait pas un respect de ce fair value gap, il fallait quand même se poser un minimum de questions sur la tendance moyen terme, au minimum. Alors je ne parle pas de la tendance long terme, mais au moins de la tendance moyen terme. C'est-à-dire que là, on voit qu'on est revenu sous les niveaux, on voit qu'à court terme, notre tendance, elle s'est retournée de nouveau à la baisse, on est repassé sous notre 4 heures, sous notre 1 heure, sous toutes nos moyennes mobiles, et on est revenu récupérer les stops juste avant la conférence. Là, à la rigueur, sur le mouvement qu'on vient d'avoir, j'aurais préféré on finisse de combler ce fair value gap qu'on a encore d'ouvert entre 110 500 et 109 900. C'est pas ce qu'on a fait. Quand on regarde à plus court terme, on a eu vraiment ce gros move. Alors là, apparemment, ce qu'il s'est passé sur ce mouvement-là, c'est qu'on a une entité qui a apparemment vendu énormément de supply sur Bitcoin. On a eu ce move impulsif baissier avec une cascade de liquidation. Derrière, un rebond, ce qui est tout à fait normal, mais derrière, peut-être que ce genre de mouvement peut avoir fait switch le sentiment sur du court moyen terme. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut observer, c'est est-ce que par la suite, sur les prochaines heures, sur les prochains jours, est-ce qu'on va avoir de nouveau un changement de tendance avec un prix qui réintègre de nouveau cette value, qui repasse au-dessus de sous 4 heures? Là, pour le moment, c'est pas ce qu'on voit. C'est-à-dire que là, à court terme, on est repassé sous notre 5 minutes, sous notre 1 minute. On a eu ce rebond, ok, après ce genre de mouvement, c'est toujours normal d'avoir un rebond technique, sauf que on n'a pas eu de réintégration rapide, on a eu un prix qui échoue sur le 5 minutes, qui repart à la baisse, qui vient finir de combler la mèche qu'on avait fait sur ce mouvement impulsif. Et là, ce qu'on voit à court terme, c'est qu'on essaye de reprendre une tendance. Donc ça, à la rigueur, c'est intéressant. Le fait qu'on ait ce rejet hors de notre value, ça pose quand même un questionnement sur les prochaines semaines. Bon, et quand on regarde notre tendance, on est quand même orienté à la baisse au final, vu que en 4 heures, par exemple, on a fait un plus bas plus bas. Ce qui, dans un sens, est encourageant, c'est que en 4 heures, on est quand même toujours sur un prix qui diverge. C'est-à-dire que là, on voit toujours, on a notre impulsion ici, et on voit que là, on avait de la divergence haussière. Sur cette impulsion, on a aussi de la divergence haussière entre ce point-là et ce point-là et ce point-là, ce point-là. Si je regarde, on va prendre le RSI, on voit qu'on est toujours sur de la divergence haussière. C'est un des éléments qui reste intéressant pour nous dire, ok, cette tendance, elle est toujours en train de ralentir. C'est toujours une zone où on peut avoir un retournement. Maintenant, on n'est pas sorti d'affaire. On a toujours un prix qui, pour le moment, ne réussit pas à accepter sa zone de value et qui, en plus, évolue sous ses moyennes mobiles moyen court terme. À partir de ce postulat, on conserve un risque de continuation baissière qui est non négligeable. Donc maintenant, c'est continuation baissière jusqu'à où? Continuation baissière, déjà, potentiellement jusqu'à cette zone de fair value gap. Et ensuite, là, on a le tunnel daily qui arrive. Le tunnel daily, il monte de plus en plus. Au plus il monte,
au plus nos targets montent. Le début du daily, il est sur les 107 400 à peu près. On voit qu'en 4 heures, ça coïnciderait avec une zone de déséquilibre que j'ai pas mis en évidence, mais du coup, on va le faire. Cette zone de déséquilibre, elle est à peu près sur les 6600. Et ensuite, on a un niveau qui est important, en plein milieu de notre daily ici, avec une zone de déséquilibre aussi en 4 heures, qui se trouve sur les 104 000, 105 000 à peu près. Target à la baisse, ce qui nous ferait réintégrer ce range ici, et ce qui nous ferait retester, pourquoi pas, notre first stop. Donc là, on a vraiment une énorme zone de confluence qu'on pourrait revenir chercher en cas de continuation baissière, qui ferait sens avec une poursuite de cette correction. Maintenant, si on perd les 105 000 à peu près, si on perd ce niveau entre notre tunnel daily, notre first stop, etc., il faudra se poser des questions parce qu'à mon avis, le prochain palier, en cas de perte de ce niveau, bah, c'est beaucoup plus bas sur les 90 000, 91, 87 000. Et même en cas de chute jusqu'ici, il faudra quand même se dire que les rebonds seront potentiellement des rebonds dans une tendance de fond qui s'est peut-être inversée. De la même manière que ici, quand on a fait notre retournement, on n'avait pas le futur. On pouvait se dire que chaque rebond était potentiellement un plus haut, plus bas dans une tendance de fond baissière. Et la réalité, c'est que là aussi, il faudra se dire que c'est une possibilité. Ici, c'était une possibilité. Au final, on est venu faire un ATH, etc. Très bien. Mais là, ça sera pareil. C'est-à-dire que si on revient sur ce niveau-là, ok, ou même qu'on revienne sur ce niveau-là, comme on ne connaît pas le futur, on ne peut pas le connaître, personne ne peut connaître le futur. Ceux qui vous disent oui, on connaît le futur, oui, le Bitcoin va aller à tel prix, ils vous mentent, ils se mentent à eux-mêmes, ils savent pas. S'il advient qu'on vienne sur ces niveaux, en cas de rebond, oui, on peut faire un ATH derrière, oui, on peut avoir une simple correction pour venir faire un ATH, mais aussi on peut avoir un simple rebond pour au final venir beaucoup plus bas derrière. La réalité du marché, elle est là. Faites attention à ça. Un creux, que ce soit une tendance de fond baissière ou une tendance de fond haussière, c'est une opportunité dans tous les cas. C'est-à-dire que dans un cas, c'est plus risqué que dans l'autre, évidemment. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qu'il va se passer. Ça, c'est une certitude. C'est la seule certitude que vous avez. Une des seules certitudes que vous avez sur un marché, c'est que vous ne pouvez pas prédire le futur. En tout cas, avec exactitude. Pour Bitcoin, faites attention à ça. En termes de target à court terme, étant donné qu'on a comblé complètement ce déséquilibre, là, il y a une zone qui est, à mon avis, importante. C'est du coup cette zone qu'on a ici, qui correspond à la zone entre le déséquilibre haussier qu'on a eu et le baissier. C'est-à-dire que c'est vraiment ce niveau de breakout ici. Si on repasse au-dessus, à mon avis, on va réintégrer notre value. Et du coup, on a vraiment tout un gros cluster de niveaux ici entre 114 200 et 113 700 avec notre tunnel 15 minutes qui arrive bientôt. Si on réussit à réintégrer cette partie-là, ça sera intéressant pour la suite. Maintenant, attention parce qu'on pourrait avoir un prix qui revient ici sur nos 114 000. Et qui est violemment rejeté et qui repart à la baisse, et on repartirait pour faire des plus bas. Ensuite, par rapport à Bitcoin et par rapport au marché en général, il y a un élément dont je voulais parler, c'est cette histoire de saisonnalité. Et j'ai réagi à un tweet ce matin qui parlait de statistiques et qui disait que sur les cycles haussiers, si on a un mois d'août qui finit en vert, alors en général, statistiquement, on a une explosion par la suite. Bon, le truc c'est qu'en termes de statistiques, ça ne vaut rien. On a eu 3 cycles et dire que parce que août est vert, alors on va avoir une explosion par la suite, statistiquement, en fait, ça ne vaut rien. Par contre, ça a une valeur narrative, c'est tout. C'est une valeur pour se rassurer. Après, les gens s'habituent à se dire que parce que août est un bon mois, alors le reste va l'être aussi. Ça peut être le cas comme ça peut être l'inverse. Et de la même manière que là, on va arriver en septembre. Et en fait, en septembre, les gens sont habitués à avoir un mauvais mois de septembre. Quand on regarde le mois de septembre, bah, le mois de septembre, en général, il n'est pas bon. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que par habitude, le mois de septembre, c'est pas un bon mois, mais c'est purement un narratif. En tout cas, sur les cryptos, c'est purement un narratif. Moi, ce que je vais vous dire par rapport à septembre, par exemple, c'est que oui, narrativement, le mois de septembre, c'est un mauvais mois. Mais statistiquement, on n'a pas un échantillon qui est assez élevé pour affirmer que tous les mois de septembre seront des mauvais mois. Et d'ailleurs, on a la preuve, c'est qu'on a eu de bons mois de septembre, même si, oui, encore une fois, c'est vrai que narrativement, on a des mauvais mois de septembre. Si ça vous rassure de dérisquer vos portefeuilles en anticipant septembre, ça peut tout à fait se comprendre. Par exemple, sur un actif comme le SP ou sur le Nasdaq, on a un historique qui est beaucoup plus important. Et là, on pourrait peut-être, et je dis bien peut-être, voir s'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des mois de septembre, au niveau du mois d'août, au niveau de tous les mois, et réussir à se dire, OK, il y a certains mois où la performance est moins élevée que les autres. Il me semble que sur septembre, on a un retour sur le SP500 qui est moins important et qui aussi pourrait influencer les cryptos. Donc, si ça vous permet de mieux dormir la nuit, faites-le. Maintenant, il y a des raisons qui font que, oui, septembre pourrait vous donner des opportunités. Parce que, par exemple, en septembre, on va avoir le FOMC. Avant d'arriver au FOMC, on va avoir plein de news échos qui vont tomber.
On va avoir le PCE la semaine prochaine, on va avoir le CPI, on va avoir les chiffres du chômage, etc. Et toutes les data éco qui vont arriver vont probablement pencher dans la balance dans le fait qu'on ait une baisse des taux ou pas. Parce que je vous rappelle un truc, c'est que pour le moment, on est le 25 août, le FOMC, je crois que c'est le 17 septembre, un truc comme ça, et que entre maintenant et le 17 septembre, et entre la conférence de Jackson Hole et le 17 septembre, il peut se passer une multitude de choses au niveau éco qui font qu'on n'aura pas forcément de baisse de taux. Et c'est même pas parce qu'on va avoir une baisse des taux que le marché va exploser sur le court terme. Attention, ça faites très attention. On peut avoir un effet buy the rumor, sell the news, ce qui justifierait le fait d'avoir une correction sur septembre comme on a l'habitude de le voir. Voilà. Attention quand on vous parle de statistiques sur ce genre de choses. Un des derniers points qu'on peut évoquer, c'est que on a le fameux sell in May and go away. Cette année, le mois de mai, il a été plutôt intéressant. Et le mois de juin aussi, et le mois de juillet aussi. Pour Ethereum maintenant, donc juste avant la conférence, on avait eu une belle consolidation juste au-dessus de moyenne mobile court terme, et on a eu un Ethereum qui a bien confirmé sa force face à Bitcoin au moment de la conférence, parce qu'on a eu une belle explosion. On est venu taper une target qu'on avait identifiée au-dessus de ces sommets ici sur les 0.04116, et on est venu jusqu'au bas de notre tunnel hebdo sur les 0.04325. Donc on a vraiment tapé le bas de notre tunnel Vegas hebdo, et on a tapé aussi un point très important, c'est notre pivot annuel. Donc là, on s'est arrêté sur une grosse confluence de localisation entre le bas de notre tunnel hebdo et notre point pivot annuel. Suite à ça, on voit que notre tendance s'est retournée. On est passé sous notre 1 minute, sous notre 5 minutes. On est en train de repasser sous notre 15 minutes. On voit que on a notre 5 minutes et notre 15 minutes qui, pour le moment, tiennent le prix à la baisse. Ethereum contre Bitcoin a tapé un point majeur, s'est retourné à court terme. Faites attention sur ça. On peut tout à fait revenir dans notre zone de déséquilibre qui se trouve entre les 0.04035 et les 0.03846, ce qui fait quand même une belle chute de 6% à peu près. Et les valeurs que j'ai données, c'est des valeurs sur le déséquilibre en 4 heures. Et en daily, on voit que notre zone est beaucoup plus importante. Notre zone en daily, elle descend jusqu'à 0.038. Maintenant, c'est vrai qu'en plein milieu, on a une confluence entre le milieu de notre fair value gap, un niveau de pivot trimestriel et notre tunnel 1 heure qui sont quasiment en alignement sur les 0.03954. Ethereum pourrait tout à fait revenir ici pour marquer un plus bas plus haut dans sa tendance. Mais le fait qu'on soit rejeté sur le pivot annuel, ça ne me choque pas du tout. On pourrait avoir un arrêt de notre tendance sur ce niveau, ça serait pas choquant, quoi. Donc voilà, ça c'est la toute première zone de retest potentiel. Et évidemment, on en a d'autres un peu plus bas. Si jamais on respecte pas ce déséquilibre, on en a un juste en dessous qui est sur les 0.03737. Et ensuite, on a un niveau en 1 heure qui se situe dans notre tunnel 4 heures. Pour le moment, je vais pas donner d'autres targets parce que de toute façon, je doute qu'on vienne beaucoup plus bas que ce gros déséquilibre qu'on a en daily en 4 heures, le temps que je fasse une nouvelle vidéo. S'il advienne qu'on réussisse à se retourner, évidemment, la première des étapes à franchir, c'est de break notre pivot annuel, et ensuite, on a notre EMA 200 hebdo qui se trouve sur les 0.04548. Au niveau de notre volume profile, le point auquel il faut faire attention pour le moment, c'est que on se trouve sur le haut de la value de la semaine précédente, et on pourrait tout à fait réintégrer cette value. On remarque bien le gap de prix dans notre volume profile, on a exactement au même endroit des gaps de volume. Et on a un naked POC sous notre fair value gap qui se trouve sur les 0.03771. Au niveau du volume profile, il n'y a pas plus de choses à dire. On pourrait observer ce qui se passe en daily. Et en daily, on peut voir qu'on a un naked POC sur les 0.03978 qui s'aligne quasiment avec notre niveau de pivot trimestriel. On aurait une zone au sein de notre fair value gap sur lequel on pourrait rebondir. Pour Ethereum contre USD, on a eu ce gros mouvement ensuite à la conférence de Jackson Hole et on est venu faire notre ATH. De suite derrière, on voit qu'on s'est fait rejeter. On a eu une phase de consolidation autour de notre 5 minutes avant de refaire une tentative. Faire un ATH une seconde fois sur la journée de dimanche. Et on voit qu'on a été rejeté une seconde fois. On est repassé sous nos moyennes mobiles court terme. On est repassé sous notre 15 minutes. Qu'on a la même chose que ce qu'on voit sur Ethereum contre Bitcoin. Une correction à court terme qui nous permet de revenir combler une partie du déséquilibre qu'on a créé sur ce mouvement haussier. Donc comme sur Bitcoin, à court terme, on voit qu'on est revenu sur notre tunnel 1 heure et qu'on a toujours une partie de ce déséquilibre à combler. Donc est-ce qu'on va y aller? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la localisation est intéressante pour marquer un plus bas plus haut. Si cette correction se poursuit, notre déséquilibre, il est ouvert jusqu'à 4234, ce qui ferait un retest de cette structure ici. S'il advienne qu'on ne le respecte pas et qu'on vient beaucoup plus bas, notre prochaine étape, ce serait de revenir dans notre tunnel 4 heures. Et d'autant plus sur notre EMA 204 heures qui se trouve sur les 4100 $ à peu près. Et par contre, dans l'hypothèse où notre tunnel 4 heures ne tiendrait pas, il faudrait se poser des questions
sur l'avenir de la tendance moyen terme. On voit hein, que le 3 août, on était revenu sur notre 4 heures. On a eu un beau retournement sur le 4 heures. On avait break une structure, ce qui n'est pas dérangeant. On peut faire la même chose. Par contre, si on casse complètement le 4 heures, derrière, c'est toujours pareil. En cas de rebond, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, entre notre 4 heures et notre daily, il y a un gap qui est assez important. On aurait toujours des targets, évidemment. Rien que là, on voit qu'on a toujours un beau déséquilibre à venir combler. Mais bon, on n'y est pas. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. La première des étapes, c'est est-ce qu'on vient finir de combler ce déséquilibre et est-ce qu'on revient dans notre 4 heures? Sur Ethereum contre Bitcoin à court terme, ce qu'on peut voir, c'est assez intéressant, c'est qu'on a cette zone ici, déjà à venir combler. On a aussi une ici qu'on a comblé complètement. On voit que on a rebondi sur notre 1 heure, on est revenu sur notre 5 minutes. Pour le moment, on a notre 5 minutes et notre 15 minutes qui tiennent la tendance à la baisse. Et on s'est arrêté dans ce déséquilibre qu'on avait créé en 1 heure. La première des étapes à court terme, c'est de s'affranchir de cette zone, de repasser aussi au-dessus du 5 minutes, au-dessus du 15 minutes pour venir rechallenger notre ATH dans ce fair value gap en 1 heure. Et derrière, évidemment, en cas de continuation, la prochaine étape, hein, elle n'est pas si loin que ça, c'est sur les 5200 à peu près. Au niveau du volume profile, en hebdo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réintégré les values des semaines précédentes. Idéalement, ce qu'on voudrait faire vraiment, c'est s'affranchir de ces values, repasser au-dessus des 4720, ce qui serait à mes yeux plutôt encourageant. Sinon, on a un naked POC sur les 4292. Et on voit qu'on a aussi le niveau de value basse de il y a 2 semaines qui pourrait aussi faire support sur les 4420. Mais là, actuellement, on peut facilement déterminer une zone de résistance entre les niveaux de value haute des semaines précédentes. C'est exactement entre 4767 et 4721. Et on voit que ça correspond à ce price action ici. C'est pas anodin, c'est cette zone maintenant qui fait résistance. Et au niveau de la journée, on peut voir qu'on a rebondi sur une zone qui correspond à un ancien POC qui avait été retest. C'était plus un naked POC, mais en tout cas, c'est ce niveau-là qui correspond à ce high volume node qui a fait support sur la journée en cours. Pour Hyperliquid, on se rappelle qu'on avait fait une tentative de nouvelle ATH sur le 15 août. On a été reparti dans un flux baissier et on avait retraversé toute notre value. On était revenu sur cette zone de déséquilibre sur les 41, 42 à peu près avec une sortie de value de nouveau. Ce que j'avais dit, c'est qu'il fallait vraiment que cette zone tienne. Parce que si ça ne tenait pas, à mon avis, on allait revenir sur des prix beaucoup plus bas. Et pour le moment, cette zone a tenu, c'est-à-dire qu'on a fait une sortie de value, on a réintégré derrière, suite à la conférence. Le mouvement, il nous a permis de repasser au-dessus de notre point of control, de venir finir de combler un déséquilibre qu'on avait en 4 heures. On est revenu sur notre point of control. On voit que là, cette fois-ci, on tient notre point of control. Et sinon, au niveau de nos moyennes mobiles, on a réussi à repasser au-dessus du 4 heures et à tenir notre 15 minutes et notre 1 heure pour le moment. Hyperliquid a réussi à reprendre de la force par rapport au marché, ce qui est plutôt encourageant. Maintenant, ça veut dire qu'on est toujours dans une forme de consolidation de range sous notre plus haut sommet, parce qu'au final, on voit qu'on a un prix qui tient notre 4 heures, passe sous notre 4 heures, repasse au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et on a un 4 heures qui devient de plus en plus flat. Donc, au final, sur une grosse unité de temps, on n'a toujours pas de direction claire et précise. On peut juste se dire que tant qu'on reste dans cette value, en fait, il y a encore du travail à fournir. Moi, je peux pas du tout être catégorique sur le fait qu'on vienne de faire un plus haut sommet. Je peux juste constater qu'on a un actif qui réussit, tant bien que mal, à se maintenir. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres actifs, surtout sur la correction qu'on vient d'avoir sur Bitcoin. C'est-à-dire que là, quand on a eu le mouvement impulsif, baissier, on voit que Hyperliquid est revenu sur son tunnel 1 heure. Il est presque revenu toucher son point of control, mais au final, on est revenu au-dessus du 15 minutes et pour le moment, on tient le 15 minutes. À la prochaine étape, si on tient nos OM à court terme, c'est de s'extraire de notre value pour essayer de venir faire un plus haut sommet sur les $50, quoi. Parce que sinon, ça veut dire qu'on aurait un retour déjà initialement sur notre point of control, sur les 43,6, avec notre tunnel 4 heures qui est juste dessous, et on a aussi notre bas de value ici, sur les 42 437, et on peut voir que on a toute cette zone de déséquilibre qui n'a pas encore été comblée en 1 heure et en 4 heures aussi probablement. Toujours pareil, à chaque fois, quand on réintègre notre value, on voit qu'on marque un fair value gap dans le price action, sur les 42,50$ à peu près. Quand on regarde un volume profile mensuel, on voit que sur le mois en cours et sur le mois précédent, on a vraiment notre zone d'équilibre qui se trouve sur les $44, entre 44 et 43,6. Actuellement, pour moi, c'est vraiment la zone à tenir. En hebdo, observation intéressante, c'est qu'on s'est arrêté sur ce point of control ici sur les 46,7. On a un naked POC sur les 42,118 sur la semaine précédente qui correspond avec le bas du fair value gap de la conférence de Jackson Hole. Et plus bas, on en a un ouvert sur les 38,748 aussi. Et en daily, on a un niveau qui n'a pas encore été retesté aussi sur les 48,330. Et au niveau de la force relative, on voit que c'est un actif qui se reprend contre le reste du marché, qui continue de former une tendance plutôt intéressante. Ce qui n'est pas surprenant
Contre XRP, ça continue à se reprendre. Contre Bitcoin aussi. Contre Total 3 aussi. Contre Sol, on était dans une perte de vitesse et là, on est en train de se reprendre depuis récemment. Contre les altcoins, ça surperf aussi. Contre Ethereum, ça commence à se reprendre un peu. Et on va finir avec les alts contre Bitcoin. On s'est arrêté, on était sur ce retest de résistance ici. On voit qu'on avait eu un premier impact, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. On a eu une sortie de notre tunnel daily et là, on est en train de réintégrer et de retester notre MA200 daily. Vraiment, hein, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on a eu ce break de résistance. En tout cas, en 4 heures, on voit qu'on a réussi à passer au-dessus et on est en train de réintégrer. Alors, ce move-là, il va peut-être donner une super opportunité ou alors c'est peut-être le signe d'une correction qui est beaucoup plus profonde. Mais en tout cas, là, il ne faut pas négliger le fait qu'on a simplement fait une déviation sous notre résistance et on réintègre. Est-ce que c'est simplement pour revenir consolider dans notre tunnel daily pour ensuite repartir à la hausse ou est-ce que c'est un simple rejet et en fait derrière ce qui va se passer c'est que on est simplement en train de revenir sur notre 4 heures puis break notre 4 heures à la baisse pour revenir sur notre pivot trimestriel. C'est quelque chose que vous allez devoir observer dans les prochains jours. Sur Total 3, c'est un peu plus intéressant, on peut voir qu'on a une tendance qui est mieux marquée, qu'on a un breakout qui est mieux marqué aussi et du coup je pense qu'on a une chance que ce soit simplement un retest pour derrière repartir. Alors on pourrait tout à fait avoir un mois de septembre avec une phase de correction consolidation avant de repartir pour octobre. C'est-à-dire que si on se retrouve avec une habitude où on a un mois de septembre pourri et un mois d'octobre où tout explose, bah ça c'est une possibilité. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de garanti. Vous pouvez vous dire que oui, il y a cette possibilité que septembre soit un mois incroyable pour avoir des opportunités d'achat et que tout explose en octobre, mais personne ne vous garantit que ce sera le cas. Et surtout pas moi. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, j'ai fini pour cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter, de mettre des commentaires, de mettre des likes sur les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée ou une bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.